Pendant 12 ans, Charlene Carter s'est réveillée en espérant que le téléphone sonnerait, qu'on frapperait à la porte, qu'une voix à l'autre bout du fil dirait « Nous les avons trouvés ». Elle mémorisait les journaux de bord des gardes-côtes, marchait seule sur les plages, contemplait l'eau libre comme si elle allait les lui rendre. Son mari et sa fille avaient disparu au cours de ce qui devait être un week-end de navigation paisible. Pas de corps, pas d'épave, juste un bateau à la dérive en silence. Elle ne les a pas seulement perdus, elle a perdu son identité, sa foi, sa raison de respirer. Mais elle n'a jamais cessé de chercher ni dans son cœur, ni dans son esprit, même lorsque le monde lui a dit de lâcher prise. Le 7 mai 2022, son ami lui a envoyé une vidéo floue qui a donné lieu à une révélation bouleversante. Que se passe-t-il lorsque les personnes dont on a passé des années à pleurer n'ont jamais disparu? Que se passe-t-il lorsqu'on réalise qu'elles ne nous ont pas été enlevées, mais qu'elles nous ont abandonnés? Bienvenue au QG de True Crime Story. Merci à tous mes téléspectateurs et abonnés pour votre soutien. Restez connectés pour des mises à jour quotidiennes sur les faits divers. N'oubliez pas de vous abonner. Malcolm Richard Bennett est né le 3 octobre 1960 à Norfolk, en Virginie, à quelques pâtés de maison des chantiers navals où son père travaillait comme mécanicien. Sa mère était dame de cantine à l'école primaire locale, et les Bennett étaient le genre de famille qui parlait peu, mais qui ne manquait jamais l'église le dimanche. Malcolm était le cadet de 3 garçons le plus réservé, celui qui observait plus qu'il ne parlait. Il fréquenta le lycée Booker T. Washington, où il obtint de bonnes notes et pratiqua l'athlétisme, pas assez rapide pour que les recruteurs le remarquent, mais suffisamment régulier pour mériter une mention en équipe. Ses professeurs le décrivaient comme discipliné, respectueux et observateur. Un conseiller d'orientation nota sur son dossier, « Malcolm est discret, mais pas timide, il est attentif ». Cette phrase allait hanter tout le monde plus tard. Juste après l'obtention de son diplôme, en 1978, sans bourse et sans intention de rester en ville, il s'engagea dans la marine américaine. Il avait 18 ans. Son premier déploiement eut lieu moins d'un an plus tard, comme technicien radar à bord de l'USS Kitty Hawk, lors des patrouilles de la guerre froide dans le Pacifique. Pendant les 20 années qui suivirent, Malcolm resta discret, loyal et obéissant. Il n'obtint jamais de promotion au-delà du grade de maître de première classe, mais ne fut jamais réprimandé non plus. C'était le genre de militaire que les commandants appréciaient, prévisible, réservé, fiable. Il ne fréquentait pas beaucoup les autres. Personne ne savait vraiment ce qu'il faisait le week-end. Il s'est marié une fois au cours de sa 3e année de service. Elle s'appelait Denise Warren. Elle travaillait dans la logistique pour le Navy Exchange à San Diego. Ils n'ont pas eu d'enfant et elle est décédée d'un cancer des ovaires en 1995. Malcolm avait alors 35 ans. Après ses funérailles, il prit 2 mois de congé et revint sans rien dire de ce qu'il avait fait. Ses camarades de bord dirent qu'il était devenu plus calme après cela, plus froid même. Il ne buvait plus. Il ne fréquentait plus personne. Il avait cessé d'assister aux événements de la base. Il se contenta de travailler, effectua 2 autres déploiements, puis, en 1998, après 2 décennies de service, prit sa retraite avec les honneurs et une modeste pension. Au lieu de retourner en Virginie, Malcolm s'installa à Charleston, en Caroline du Sud, une ville à la longue tradition navale, dotée d'un littoral étendu et d'une marina toujours en demande. Il loua un petit 2 pièces à West Ashley, trouva un emploi à temps partiel dans la réparation de moteurs de bateaux et obtint finalement une certification en maintenance navale grâce à des cours du soir au Trident Technical College. Le propriétaire du quai, lui-même ancien combattant de la marine, a déclaré « Malcolm était l'homme le plus ponctuel que j'ai jamais embauché. Il ne souriait jamais, ne se plaignait jamais, savait réparer un gouvernail les yeux bandés. » C'est au printemps 2002, lors d'un service dominical à l'église baptiste de New River, que Malcolm rencontra Charlene Carter. C'était une mère célibataire veuve, volontaire mais chaleureuse. Il était réservé mais respectueux. Ils commencèrent par déjeuner occasionnellement après la messe tous 2 sur leur garde au début, mais Charlene trouva du réconfort dans sa stabilité. Il n'était jamais en retard, n'élevait jamais la voix, tenait toujours la porte ouverte. Il ne courait pas après les hommes, il ne les charmait pas,
mais il était toujours là. Après des années d'abandon, Charlène pensait en avoir enfin rencontré un qui ne voulait plus partir. Pour tous les autres, il représentait la seconde chance idéale. Et pendant un temps, il a bien joué ce rôle. Mais on oublie quelque chose à propos des hommes comme Malcolm, ils n'ont pas besoin d'être bruyants pour être dangereux, il suffit d'être patient. Et Malcolm Bennett avait toujours su attendre. Au début, tout s'est déroulé lentement. Malcolm n'était pas du genre à insister. Il écoutait plus qu'il ne parlait, et lorsqu'il prenait la parole, sa voix était calme. Il n'a jamais cherché à remplacer le père Diana, en fait, il en parlait rarement. Il laissait à Charlène l'espace nécessaire pour diriger, ne discutait jamais de son rôle parental et ne demandait jamais plus que ce qu'on lui donnait. Il était respectueux, généreux, fiable, le genre d'homme qui répare une marche cassée sans qu'on le lui dise. Le genre d'homme que les gens de la ville qualifient de solide. Charlène appréciait que sa dernière relation se soit terminée dans le silence, le père biologique d'Ayana était parti sans un mot alors que leur fille portait encore des couches. Pas de lettres, pas d'appel, juste une absence creuse qui devenait plus facile à accepter d'année en année. Alors, lorsque Malcolm est entré dans leur vie, constant et patient, Charlène a pensé avoir trouvé ce dont elle avait le plus besoin, un partenaire capable de partager le poids de sa vie. Charlène a épousé Malcolm le 19 juin 2004. Le sanctuaire n'était pas bondé à un peu moins de 30 personnes, des amis proches, quelques collègues de l'école où elle travaillait et 2 camarades de marine de Malcolm venus d'un autre état. Pas de décoration fastueuse, pas de robe coûteuse, juste des fleurs de lavande, des chaises pliantes blanches et un claviériste qui a chanté l'hymne d'ouverture. Ayana, à peine âgée de 8 ans, était assise tranquillement au premier banc. Elle portait une robe rose que Charlène avait choisie chez Macy's. Ses cheveux étaient lissés, séparés par une raie au milieu, retenus par un petit ruban blanc. Elle ne souriait guère, ne pleurait pas non plus, elle regardait simplement. Elle ne descendait pas l'allée. Elle n'apportait pas de fleurs. Et au moment des photos, elle se tenait entre sa mère et Malcolm, les bras à plat sur le côté, le regard fixé partout sauf sur l'objectif. Après le mariage, il s'est montré réfléchi, patient, méthodique. Et ça a marché. Charlène se souvient du moment précis où elle a vu le changement. C'était un dimanche de fin novembre. Il venait de rentrer de l'église et Malcolm portait des sacs de la voiture. Ayana a couru derrière lui et en a attrapé un sans qu'on le lui demande. Il a dit « merci ». Et elle a souri. C'était petit, mais c'était réel. Ce soir-là, au dîner, elle l'a appelé « papa » pour la première fois. Charlène a senti ses yeux s'embuer en l'entendant. Malcolm ne fit pas de scène. Il ne se laissa pas gagner par l'instant. Il hocha simplement la tête et lui passa le sel. À partir de ce moment, tout sembla se mettre en place. Les photos de famille commencèrent à inclure 3 personnes au lieu de 2. Ayana cessa de se demander pourquoi son vrai père ne l'appelait jamais. Elle fit même un dessin pour un projet scolaire, elle, Malcolm et Charlène sur un bateau en mer. La légende disait, moi, ma mère et mon père, on ne coule pas. À l'époque, Charlène trouvait cela adorable. Aujourd'hui, elle voit les choses différemment. Elle a toujours le dessin plié dans une boîte qu'elle n'ouvre plus. À l'époque, elle croyait avoir trouvé ce que la plupart des gens ne font jamais, un homme discret qui est entré dans un foyer brisé et l'a maintenu uni sans avoir besoin d'en être le centre. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'elle sait, elle remet en question chaque instant de cette journée car Ayana l'a peut-être appelé « papa », mais cela ne signifie pas qu'il l'a jamais considérée comme sa fille. Quand Malcolm lui suggéra d'emmener Ayana faire de la voile après l'école certains jours, Charlène n'hésita pas. Elle trouvait ça sain, elle appelait même ça leur truc, un rituel entre un homme et la fille qui avait appris à l'appeler « papa ». Mais cette routine devint peu à peu une habitude. Une fois par semaine, puis 2, puis 3. Charlène rentrait avant eux, le dîner réchauffant au four, les appels téléphoniques sans réponse jusqu'à leur arrivée juste avant la tombée de la nuit. Malcolm avait toujours une explication, les changements de marée, un retour lent, la perte de la notion du temps. Ayana ne se plaignait pas. Au contraire,
elle semblait plus calme après chaque voyage, silencieuse mais pas repliée sur elle-même, concentrée, toujours à l'affût. À 13 ans, Ayana avait acquis une assurance que la plupart des adultes ne pouvaient pas atteindre. Ses professeurs ont commencé à le remarquer. Lors d'une réunion parents-professeurs, l'un d'eux a dit à Charlène, « Elle est respectueuse mais sur ses gardes, comme si elle était toujours consciente de ce qui se passe, même quand on pense qu'elle ne fait pas attention. » Un autre a dit qu'elle était plus mature que son âge. C'était un compliment. Charlène en était fière, se disant qu'elle avait peut-être fait quelque chose de bien, que son enfant avait trouvé de la force dans la structure, que la main sûre de Malcolm avait contribué à former une jeune femme prête à affronter le monde. Elle n'avait pas remarqué que sa fille avait arrêté de fréquenter les groupes de jeunes, ni qu'elle préférait soudain rester à la maison le week-end plutôt que d'aller dormir chez des amis. Elle n'avait pas hésité une seconde lorsqu'Ayana avait commencé à verrouiller la porte de sa chambre ou à prendre des douches plus longues. Elle avait mis cela sur le compte de l'adolescence, chaque adolescent a besoin d'espace. Mais cet espace était rempli par quelque chose qu'elle ne voyait pas. Un soir, alors qu'elle faisait le ménage, Charlène trouva un petit journal coincé entre deux livres sur l'étagère de la chambre d'Ayana. Il n'était pas caché, mais il n'était pas non plus exposé. Elle l'ouvrit seulement parce qu'il n'était pas étiqueté ou juste une couverture bleue usée sur les bords. La première entrée qu'elle lut la fit Jeannette. La mer semble plus sûre que la terre. Ce n'était pas une déclaration poétique, cela ne ressemblait pas à une métaphore. Cela ressemblait à une vérité, une confession sans public. Charlène ne lut pas plus loin. Elle le remit exactement comme elle l'avait trouvé, mais elle n'oublia pas le verre. Ce soir-là, elle en parla à Malcolm. Sa réponse fut douce, calme et mesurée. Elle est sensible. L'eau la calme mieux que de rester toute la journée sur son téléphone comme les autres enfants. Charlène hocha la tête. Elle lui avait toujours fait confiance. Mais peu à peu, le monde d'Ayana se rétrécissait. Elle ne parlait plus de ses camarades. Ses souhaits pour son anniversaire étaient différents, pas de fête, juste des dîners tranquilles. Elle ne demandait ni vêtements ni jeux, elle demandait une nouvelle canne à pêche, des chaussures bateau, des jumelles marines. Ses rêves devenaient plus précis, plus précisément, elle parlait de devenir biologiste marine, de déménager sur une côte lointaine et de passer sa vie près de l'océan. Charlène l'encourageait, fière de l'ambition de sa fille. Elle ne réalisait pas qu'elle contribuait à nourrir un projet qui avait déjà commencé à se former en silence. Malcolm n'avait jamais demandé à Charlène de rester loin de la marina, mais avec le temps, ils comprirent que c'était leur place, la sienne et celle d'Ayana. Quand Charlène proposa de les rejoindre un dimanche, Ayana prétendit soudain avoir des devoirs. Malcolm proposa de l'emmener seul, promettant qu'il serait de retour pour le déjeuner. Ils ne revinrent qu'au dîner, et Charlène commença à remarquer des changements dans la façon dont Ayana lui répondait. Elle était toujours polie, toujours obéissante, mais une distance discrète se formait, comme un fil tiré sur les bords. Lorsqu'il s'étreignait, les bras d'Ayana mettaient plus de temps à se refermer. Quand Charlène s'enquit de sa journée, ses réponses étaient saccadées. La chaleur n'avait pas disparu, elle s'était juste refroidie. Puis, un après-midi, Charlène ouvrit le placard pour en sortir une veste et vit quelque chose d'étrange, un deuxième sac à dos, qu'elle ne reconnut pas. Ce n'était pas le cartable d'Ayana. Celui-ci était différent, robuste, imperméable, du genre qu'on utilise pour la randonnée ou la voile. Elle n'y toucha pas, mais lorsqu'elle en parla plus tard, Malcolm lui dit qu'il appartenait à un vieil ami qu'il avait oublié lors d'une visite. Charlène hocha la tête, elle n'avait aucune raison de douter de lui. Mais cette nuit-là, elle ne put dormir, son esprit revenait sans cesse à cette phrase de son journal, « La mer est plus sûre que la terre ». Quelque chose avait changé entre son mari et sa fille, et elle ne parvenait simplement pas encore à le nommer. Et lorsqu'elle le put, il était déjà trop tard. Il était tôt, juste après le lever du soleil. Le ciel était dégagé, le port était encore imprégné d'une chaleur qui s'installe lentement, de celle qui ne se manifeste que lorsqu'on transpire déjà. Malcolm détacha les amarres, démarra le moteur et quitta le quai avec Ayana assise à l'avant du bateau,
vêtue d'un sweat à capuche gris par-dessus un maillot de bain. Elle fit un signe de la main, sans s'adresser à personne en particulier, et ils disparurent au détour du virage. Charlène était encore en peignoir lorsqu'ils partirent. Elle les avait accompagnés jusqu'au bord du porche, avait embrassé Ayanna sur le front et avait rappelé à Malcolm de prendre ses nouvelles avant la nuit. Il lui adressa son demi-sourire habituel au celui qui n'atteignait jamais complètement ses yeux et promit qu'il serait de retour dimanche soir. Rien d'inhabituel, ils avaient fait ce voyage au moins 6 fois au cours de l'année écoulée. C'était devenu une routine. Les prévisions météo étaient calmes, pas d'orage dans la région, pas de signal d'alarme à la station météo. Charlène passa la majeure partie de son week-end à nettoyer la maison, à plier le linge et à préparer le rôti qu'Ayanna aimait tant. Elle prévoyait de le congeler pour dimanche soir afin qu'il puisse rentrer, prendre une douche et manger en famille. Le samedi s'écoula sans qu'aucun appel ne lui soit adressé. Elle ne s'inquiétait pas, Malcolm était souvent hors de portée lorsqu'il naviguait, et Ayanna n'avait jamais été du genre à prendre des nouvelles constamment. Elle supposait simplement qu'ils étaient sur l'eau, à pêcher ou à lire. Elle plaisantait même en pensant que Malcolm réapprenait probablement à Ayanna à naviguer grâce aux étoiles, histoire de forger son caractère. Mais le dimanche soir, l'ambiance changea. Le soleil se coucha et plus aucun phare n'apparut dans l'allée. Charlène essaya le téléphone de Malcolm, pas de réponse, direct sur la messagerie. Puis elle essaya celui d'Ayanna, même résultat. Pourtant, elle se dit qu'il valait mieux attendre. Peut-être avait-il un problème de moteur, peut-être s'étaient-ils amarrés à un petit quai pour la nuit. Elle inventa des excuses, réchauffa le dîner et le laissa couvert sur le feu. Elle ne dormit pas. Lundi, elle appela les gardes-côtes. Un bateau de pêche privé avait signalé avoir aperçu un bateau sans équipage dérivant à environ 12 milles au large. Les gardes-côtes dépêchèrent un navire de recherche et confirmèrent l'immatriculation du bateau, le numéro de permis de quai de Charleston 8823, appartenant à Malcolm. Le bateau était intact, sans dommages visibles. Le moteur tournait toujours au ralenti. La glacière était remplie de sandwichs, de bouteilles d'eau, de 2 pommes et d'un pot de beurre de cacahuètes. Les tomes violettes d'Ayanna étaient rangés sous le siège avant, et une paire de lunettes de soleil reposait sur le tableau de bord. La radio fonctionnait, la balise de détresse intacte. Les gilets de sauvetage avaient disparu. Il n'y avait ni sang, ni équipement renversé, ni notes, ni traces de lutte, seulement l'absence. Charlène fut prévenue et amenée pour répondre à des questions. Que portait-il? Savait-il nager? Avaient-ils tous mentionné un malaise? Elle répondit clairement à tout, sans pleurer. Son esprit était trop concentré, trop vif. Elle répétait sans cesse que Malcolm était un marin solide et qu'Ayanna portait un gilet de sauvetage à chaque fois. Les recherches officielles ont commencé cet après-midi-là. Bateaux, hélicoptères, plongeurs, pendant les 3 jours suivants, la zone a été ratissée par des professionnels et des bénévoles. Rien n'a été retrouvé, ni corps, ni débris, pas même une chaussure. Le bateau était simplement revenu, mais pas eux. Des journalistes se sont présentés devant la maison de Charlène. Quelques titres titraient « Tragédie père-fille » et « Mystère océanique », mais il n'y avait rien à photographier, pas d'enterrement, pas de lieu du crash, juste une femme assise sur son porche, la lumière allumée bien après minuit. Des amis apportaient de la nourriture, des voisins déposaient des fleurs, des fidèles priaient, mais Charlène restait silencieuse. Elle fixait le bout de l'allée, attendant que quelque chose revienne, qu'on frappe à la porte, que quelqu'un admette que c'était une erreur, qu'ils étaient simplement perdus, qu'on les avait retrouvés. Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois. Finalement, les gardes-côtes ont suspendu les recherches et l'affaire a été classée, présumée perdue en mer. Officiellement, c'était terminé, mais pas pour Charlène. Quelque chose n'allait pas. Le bateau n'avait pas été endommagé, les provisions n'avaient pas été utilisées. Il n'y avait eu ni appel radio, ni fusée de détresse, ni bouteille à la mer, ni signe de panique. C'était comme s'il s'était simplement éclipsé du monde sans le moindre frémissement et ce genre de sortie ne ressemblait pas à un accident, c'était un choix. Les recherches ont duré 11 jours.
des hélicoptères ont survolé les eaux libres du lever au coucher du soleil, des navires des gardes-côtes ont traîné des sonars sur chaque kilomètre carré, des bénévoles civils ont mis à l'eau des kayaks, des drones ont été déployés, des équipes de plongée ont ratissé les récifs environnants. Rien n'est revenu, pas un corps, pas une chaussure, pas même un morceau de vêtement. C'était comme si l'océan les avait emportés tout entiers, sans bruit, sans lutte, sans pitié. L'inspecteur Julius Dean fut affecté à l'affaire le 4e jour. Méthodique et pondéré, il posait plus de questions qu'il n'en répondait. Il consulta le dossier de Malcolm, militaire et civil. Carrière dans la marine, irréprochable, 20 ans de service, multiples félicitations, aucune sanction disciplinaire, aucune convocation, aucune évaluation psychologique, rien qui suggère une imprudence, un traumatisme ou une instabilité. Il vérifia les comptes bancaires de Malcolm, aucun retrait suspect, aucune nouvelle carte de crédit, aucune disparition soudaine de fonds. Aucune police d'assurance vie récemment mise à jour, la police minimale n'avait pas été versée. Il fouilla la maison, aucun signe de détresse, aucun mot laissé derrière lui. L'ordinateur personnel de Malcolm affichait une utilisation régulière, bulletin météo, forum d'entretien des bateaux, et même un courriel adressé à un ancien camarade de la marine quelques jours avant le voyage, évoquant le bruit des moteurs à bâbord. Il n'y avait aucune entrée dans son journal, aucun comportement signalé, aucun historique de santé mentale documenté. Son dernier signalement sur son téléphone portable provenait d'un rayon de 8 km du site de lancement, après cela, silence radio. Charlène a elle-même déposé le rapport de disparition, même si les gardes-côtes avaient déjà commencé à constituer le dossier officiel de l'incident. Elle avait apporté des photos, des dossiers dentaires, des marques d'enfance. Ayana avait une légère tache de naissance sur l'épaule gauche. Elle espérait toujours que quelqu'un poserait une nouvelle question, quelque chose qui permettrait de résoudre l'affaire, mais chaque question aboutissait à la même impasse. Elle a passé 5 entretiens, leur a donné des mots de passe, a signé des autorisations de publication de documents. Elle est restée calme, vive, déterminée. Le chagrin ne s'était pas encore installé, l'incrédulité prenait encore trop de place. À la fin de la première semaine, les journaux locaux titraient en première page, un père et sa fille disparaissent en mer des questions, mais pas d'indices. Quelques présentateurs ont parlé de tragédie, d'autres d'accident anormal. Aucun d'eux n'avait de réponse. Malcolm était présenté comme un vétéran décoré et un père dévoué, respecté dans la communauté de la marina. Ayana était décrite comme une élève brillante, promise à un brillant avenir, d'une maturité exceptionnelle pour son âge, profondément aimée. La ville les a pleurés publiquement, veillés aux chandelles sur le quai, son école a installé un banc commémoratif près du pavillon des sciences, et son professeur d'anglais de 4e a écrit un hommage intitulé « Elle appartenait à l'océan ». Mais derrière les portes closes, le silence commença à changer. Les voisins commencèrent à parler à demi-mot, murmurant à quel point ils étaient devenus proches, qu'Ayana ne recevait jamais vraiment d'amis, qu'elle regardait toujours Malcolm avant de répondre aux questions en public. Un ami de Charlène lui demanda un jour doucement, « As-tu déjà pensé qu'il » puis s'interrompit. Charlène ne la laissa pas finir, car elle avait encore foi en Malcolm, en Ayana, en Dieu. Elle refusait de croire que les gens qu'elle aimait le plus pouvaient choisir de la quitter ainsi. 6 mois passèrent. Les recherches furent interrompues, aucune preuve d'acte criminel n'ayant été trouvée, aucun corps n'ayant été retrouvé et aucune nouvelle personne n'ayant été aperçue. L'État accorda une déclaration de décès officielle, Malcolm Bennett et Ayana Carter Bennett furent officiellement déclarés morts, présumés noyés en pleine mer. C'était comme les voir être enterrés 2 fois, une fois au bord de l'océan, puis une autre fois sous les papiers. Charlène signa les documents d'une main ferme, elle ne pleura pas au tribunal. Mais de retour chez elle, elle plia les vêtements de Malcolm dans une boîte et les rangea au grenier. Elle laissa la chambre d'Ayana intacte. Elle peinait à accepter l'inexplicable, mais quelque chose au fond d'elle la retenait. Elle ne le disait pas à voix haute, elle ne le disait à personne. Chaque fois qu'elle restait assise sans bouger suffisamment longtemps, chaque fois qu'elle fermait les yeux plus de quelques secondes, elle revoyait ce bateau, flottant, parfaitement abandonné. Elle savait que des accidents pouvaient arriver,
elle savait que l'océan pouvait être cruel, mais ce n'était pas le cas. C'était comme si quelqu'un avait pris une décision et s'était éloigné d'elle sans jamais se retourner. Charlène laissa leur chambre telle qu'elle était, non par espoir ni par déni, mais parce que changer quoi que ce soit lui semblait manquer de respect envers ce qu'elle avait perdu. Les bottes de Malcolm restèrent près de la porte. Son rasoir, intact, resta près du lavabo. Le côté gauche du lit resta fait, intact pendant 12 ans. Elle changeait les draps toutes les 2 ou 3 semaines, mais ne s'allongeait jamais sur son oreiller, ne déplaçait jamais sa montre de la table de nuit. Même lorsque la poussière commença à se déposer sur la tête de lit et que le soleil pâlissait la couleur des rideaux, elle la garda telle qu'elle était, une pièce figée dans le temps. Sur l'insistance de son pasteur, elle a suivi une thérapie de deuil. Elle s'asseyait en petit cercle avec d'autres femmes qui avaient enterré leur mari d'un cancer ou leurs enfants d'un accident de voiture. Elle partageait leurs souvenirs, elle parlait de guérison. Charlène ne parlait jamais beaucoup, car personne d'autre dans la salle n'avait vécu ce qu'elle avait vécu. Leur deuil avait des explications, funérailles, cercueils, rapports d'autopsie. Le sien était accompagné d'un bateau à la dérive et de 1000 questions sans réponse. Elle hochait poliment la tête, souriait là où on l'attendait et regagnait le silence chaque soir. Elle ne s'est jamais remariée non pas faute de propositions, il y en avait mais parce qu'elle ne voulait pas tout recommencer. Pas avec quelqu'un qui poserait des questions sur Ayana, pas avec quelqu'un qui la toucherait sans comprendre le poids de la dernière personne qui l'avait fait. Elle a porté son alliance pendant des années, même après la déclaration de décès. Finalement, elle l'a fixée à une chaîne autour de son cou. Chaque 5 août, elle allumait une bougie et la déposait à la fenêtre. Pas de mots, pas de cérémonie, juste une flamme silencieuse pour 2 personnes disparues sans un au revoir. Les premières années, des voisins la rejoignaient. L'un apportait des fleurs, l'autre du thé. En 6 ans, il ne restait plus que la bougie. Les amis d'Ayana ont continué leur chemin, certains ont quitté l'État, d'autres sont allés à l'université, d'autres encore se sont mariés. L'une d'elles, Marissa Caldwell, a envoyé une lettre à Charlène 7 ans après la disparition. L'écriture était soignée, les mots prudents. On n'a jamais su comment le dire, mais on a toujours trouvé bizarre sa façon de s'accrocher à lui. Elle le regardait différemment, comme s'il était seul dans la pièce. Ça ne ressemblait pas à une relation père-fille normale, mais on se disait qu'on y prêtait une interprétation. On se disait qu'on était juste mesquin. Je suis désolé que nous n'ayons pas parlé plus tôt. Charlène plia la lettre une fois, puis une autre. Elle ne la jeta pas, mais n'y répondit pas non plus. Certaines trêves arrivent volontairement en retard, et lorsqu'elles arrivent, elles ne servent plus à rien. Financièrement, les choses se sont compliquées. L'assurance vie de Malcolm était modeste, $25 000, mais comme l'affaire n'avait jamais été complètement close et qu'aucun corps n'avait été retrouvé, la compagnie d'assurance a qualifié la disparition non résolue à haut risque. Le paiement a été suspendu indéfiniment dans l'attente de preuves supplémentaires du décès. Charlène a fait appel à 2 reprises et a engagé un avocat, les démarches ont traîné pendant des années et n'ont finalement abouti à rien. Le prêt immobilier a pris du retard. À la 4e année, elle a vendu sa voiture, puis le petit bateau que Malcolm avait appris à conduire à Ayana. À la 5e année, elle cumulait 2 emplois, conseillère le jour, femme de ménage le soir. Elle se disait que c'était temporaire, le temps que les choses s'équilibrent, mais rien ne s'est jamais vraiment produit. Sa foi s'était brisée ou non pas disparue, mais atténuée. Elle allait toujours à l'église, continuait à se lever pour les cantiques, continuait à baisser la tête, mais quelque chose avait changé, quelque chose de silencieux. Elle ne pouvait plus prier pour trouver du réconfort, car elle ne savait pas ce qu'elle pleurait. Elle ne pleurait pas la mort, mais le vide laissé par la disparition de 2 personnes qui lui avaient emporté toute sa vie. Par moments, elle se persuadait que tout cela n'était que le fruit du hasard. Peut-être l'océan les avait-il doucement emportés, peut-être leur corps avait-il dérivé suffisamment loin pour ne jamais revenir. Mais chaque fois qu'elle se tenait sur le rivage, regardant au-delà du quai où ils avaient pris l'eau ce dernier matin, elle ne parvenait pas à se défaire de ce qui la rongeait depuis le premier jour. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas la nature, c'était un choix,
et celui qui avait fait ce choix n'avait jamais regretté son choix. Charlène n'a pas seulement perdu sa famille, elle a perdu sa place dans l'histoire qu'ils avaient tous construite ensemble, et en son absence, elle s'est retrouvée avec quelque chose de bien plus difficile à supporter, le doute. 7 mai 2022. C'était un samedi après-midi tranquille lorsque le téléphone de Charlène vibra sur le comptoir. L'écran s'illumina d'un message de Sandra Logan, son amie de longue date, une personne qui voyageait souvent et qui envoyait des nouvelles joyeuses sans jamais attendre de réponse. Cette fois, c'était une vidéo. Sans légende, sans contexte, juste un extrait de 26 secondes transmis avec un petit mot désinvolte, « Ce festival est fou, vous adoreriez être ici ». Charlène l'ouvrit sans réfléchir. Une musique entraînante, des mouvements de caméra tremblants et des couleurs si chaudes qu'elles semblaient presque irréelles. Il y avait du monde partout, des locaux qui tournoyaient les uns sur les autres, des touristes qui applaudissaient, des enfants qui couraient après des bulles qui montaient en serpentins emmêlés accrochés aux palmiers. On aurait dit de la joie, une joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Puis, vers la 10e seconde, la caméra s'est légèrement inclinée vers la droite, et tout s'est arrêté. Dans l'arrière-plan flou, mais toujours visible, un homme et une femme dansaient côte à côte. L'homme avait un bras autour de la taille de la femme, elle se pencha tandis qu'il se retournait. Ils rirent ensemble, tête penchée. C'était un moment bref, ordinaire. Mais la main de Charlène se figea sur l'écran. Quelque chose au fond d'elle se figea. Elle regarda la vidéo encore et encore. Elle ne sia pas. L'homme était plus âgé que dans ses souvenirs, plus corpulent, une épaisse barbe grise masquant la mâchoire qu'elle avait embrassée un jour. Pourtant, à sa façon de se tenir, au rythme de son corps et au demi-sourire qui s'affichait sur sa joue, elle le savait. C'était Malcolm. Et la femme à côté de lui, où elle n'était plus la mince jeune fille de 16 ans à laquelle elle avait dit au revoir sur un quai 12 ans plus tôt, mais elle avait la même silhouette, la même inclinaison du cou, la même expression de rire. C'était Ayana. Ce n'était pas une supposition, ni une incertitude. C'était immédiat et clair. Ils étaient vivants. Charlène ne cria pas, elle n'appela pas Sandra, elle ne parla même pas. Elle resta assise à la table et observa la scène encore et encore. Elle prit des captures d'écran et zooma jusqu'à ce que les pixels deviennent flous, mais même là, la vérité demeurait. Elle les connaissait non pas à leur apparence, mais à leur mouvement, à leur existence commune. C'est eux, murmura-t-elle. Sa main ne tremblait pas, ses yeux ne se larmoyaient pas. Ce n'était pas le genre de chagrin qui exigeait une confirmation, c'était le genre de chagrin qui surgit sans prévenir, car il attendait depuis des années. Elle repensa à la chambre qu'elle gardait intacte. Elle repensa à la bougie qu'elle allumait chaque mois d'août. Elle repensa à chaque prière, à chaque rendez-vous, à chaque carton qu'elle ne déballait jamais. 26 secondes avaient tout défait. Ils ne s'étaient pas noyés. Ils n'avaient pas été enlevés. Ils avaient choisi de partir et pas seulement de partir, mais de construire quelque chose de nouveau ensemble, sans elle. Ce moment ne l'avait pas seulement brisé, il avait redéfini tout ce qu'elle avait vécu, le silence, le vide, les déclarations légales, la vie figée. Rien de tout cela n'avait été le deuil des morts, c'était le deuil de ceux qui étaient encore en vie ou des gens qui avaient non seulement survécu, mais qui avaient continué leur chemin sans elle. Charlène passa la vidéo une dernière fois, et cette fois, elle ne l'interrompit pas sous les rires. Elle la laissa tourner. Elle la mémorisa. Puis, pour la première fois en 12 ans, elle fit quelque chose sans se justifier. Elle réserva un aller simple, Charleston-Quito, puis un bus pour le village côtier où Sandra avait filmé la vidéo. Elle fit ses bagages légers, retira de l'argent et imprima une photo de la vidéo qu'elle glissa dans son portefeuille. Pour la première fois depuis ce matin-là sur le quai, elle s'est regardée dans le miroir et a vu quelqu'un prêt à découvrir la vérité. Miroir avant de partir, elle savait déjà à quoi elle ressemblait, une femme qui avait survécu à une mort qui n'avait jamais eu lieu. Charlène avait toujours cru que la douleur avait des limites, qu'une fois franchi un certain seuil, le pire était derrière soi. Mais elle comprenait désormais que certaines blessures ne cicatrisent pas, elles restent ouvertes juste sous la peau, attendant un instant, une image pour les rouvrir.
Et il ne s'agissait plus d'obtenir des réponses. Il s'agissait de se tenir face à ceux qui ont mis fin à sa vie tout en continuant à vivre la leur et de décider enfin quoi faire. Charlène embarqua le 21 mai 2022, juste avant l'aube. Elle arriva tôt, non pas à cause de la cohue de l'aéroport, mais parce qu'elle ne voulait pas hésiter. Elle n'emporta que ce qu'elle pouvait porter, un sac de taille moyenne contenant 4 vêtements de rechange, une brosse à dents, un petit bloc-notes et l'unique capture d'écran floue qu'elle avait tirée de la vidéo. Elle laissa son téléphone en mode avion. Elle n'envoya pas de SMS à sa cousine. Elle n'appela pas son pasteur. Elle laissa la lumière de son Porsche allumée, comme elle le faisait tous les soirs depuis 12 ans, et cette fois, elle s'en éloigna sans intention d'y retourner. Le vol de Charleston à Miami fut court. Celui de Miami à Quito fut plus dur, près de 5 heures, la plupart passées en silence. L'homme à côté d'elle s'endormit, les bras croisés, un enfant donna des coups de pied dans le dossier de son siège pendant 20 minutes d'affilée. Elle ne le remarqua pas. Ses yeux étaient fixés sur l'horizon par le hublot, mais son esprit était loin des nuages. Elle était déjà en Équateur, dans une rue secondaire qu'elle n'avait jamais empruntée, dans une maison où elle n'était jamais entrée, avec 2 visages qu'elle avait enterrés depuis longtemps et qui, d'une manière ou d'une autre, avaient ressuscité de la manière la plus impardonnable. À Quito, elle se déplaçait rapidement, pas de photos, pas de distraction. Elle demanda la gare routière dans un espagnol approximatif et acheta un billet pour la prochaine ligne en direction de la côte ouest. Ce fut un long voyage sinueux sur des routes accidentées, longeant des villages aux toits de tôle et aux églises peintes, le genre de paysage qui rendait le temps étrange. Il faisait chaud dans le bus et il était exigu, les habitants somnolaient sur les banquettes ensoleillées près des fenêtres. Des vendeurs passaient dans les allées, vendant de l'eau en bouteilles et des œufs durs dans des sacs en plastique. Charlène ne mangea pas. Elle serrait simplement son carnet et regardait la route disparaître derrière elle. Elle arriva dans la ville côtière peu après 19 heures. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Les rues étaient plus propres, le rythme plus lent, et l'odeur de l'eau salée flottait à chaque porte ouverte. Ce n'était pas un lieu touristique, c'était un endroit où les gens disparaissaient. Elle trouva un motel bon marché à la sortie du village, peinture blanche écaillée, gonds rouillés, un ventilateur qui ronronnait plus fort qu'il ne refroidissait et tendit au caissier de l'argent pour 2 nuits sans donner son vrai nom. Puis elle partit. Elle n'avait pas d'adresse, seulement les détails d'une vidéo de 26 secondes, des lampions rouges accrochés sur les toits, une petite boulangerie au volet bleu, un mur rose couvert de graffitis écaillés. Elle suivit les images comme des coordonnées. Il lui fallut 1 jour et demi, mais elle la trouva, une modeste maison jaune avec un portail en bois penché et 2 hamacs attachés au porche. Elle ne frappa pas. Elle ne s'en approcha pas. Elle se contenta d'observer de l'autre côté de la rue, cachée derrière ses lunettes de soleil et un mince voile de touriste. Elle commença à tout noter. Lui s'appelait Miguel, elle Rosa. Tout le monde dans le quartier les connaissait, mais à peine. Ils n'étaient pas sociables. Ils n'organisaient pas de fêtes. Ils faisaient leurs courses le matin, se promenaient ensemble la plupart des soirs et gardaient une conversation brève. On les décrivait comme polis, discrets et paisibles. Ils avaient emménagé là une dizaine d'années auparavant, pas d'enfants, pas de drame, aucune raison de poser des questions. Rosa enseignait l'anglais aux écoliers du quartier, sur la terrasse d'un petit café près de la plage. Elle parlait couramment, avec grâce et était appréciée des familles avec lesquelles elle s'entretenait. Elle parlait avec assurance et souriait facilement, mais son rire était différent maintenant, plus aigu, plus posé, comme répété. Charlène remarqua que lorsqu'elle riait, elle jetait toujours un coup d'œil à Miguel en premier, comme si elle attendait encore la permission de ressentir quoi que ce soit. Miguel travaillait sur des bateaux, rien d'officiel, juste du travail au noir sur des moteurs et des gouvernails cassés en échange de nourriture ou d'argent. Il portait toujours sa casquette à l'envers, il se déplaçait toujours comme un homme qui réfléchit avant de marcher. Il serrait la main des pêcheurs d'égal à égal, mais ne partageait jamais grand-chose. Il le connaissait comme un homme réservé, un voisin serviable, le genre d'homme qui ne laissait aucune trace. Charlène nota chaque détail, l'heure à laquelle ils quittèrent la maison, les rues qu'ils évitèrent, le temps passé au marché, ce qu'ils mangèrent,
la façon dont ils se regardèrent quand personne ne les regardait. Elle les vit se tenir la main. Elle vit Rosa poser sa tête sur l'épaule de Miguel lors d'une promenade sur la plage. Un matin, peu après 10 heures, elle le vit l'embrasser sur le coin de la bouche en lui tendant un petit verre de jus. Son estomac se retourna, mais elle ne bougea pas. Pendant 4 jours, elle les a observés vivre. Le 4e jour, elle a vu Rosa marcher pieds nus dans les vagues jupes relevées au-dessus des genoux, bague en argent illuminant le soleil, cheveux tirés en un chignon serré. Elle marchait à côté de Miguel. Il se tenait les pieds dans l'eau. Sa façon de lui tendre la main n'était pas tendre, mais territoriale. À cet instant, Charlène a cessé de considérer Rosa comme sa fille, car les filles ne portent pas d'alliance pour leur père. Elle ne le serre pas dans leurs bras comme ça. Elle ne s'enfuit pas pour réapparaître sous un nouveau nom, sans honte. Ils n'étaient plus père et fille. Ils étaient autre chose, quelque chose qui lui avait volé son enfant, ses années, son but, son identité, quelque chose qu'il avait enseveli dans sa propre maison, dans son propre silence, tandis qu'elle prenait un nouveau départ au soleil. Pour la première fois depuis le 5 août 2010, Charlène Carter ne se sentait pas perdue. Elle se sentait prête. C'était un mercredi. Le ciel était radieux, l'air sentait les bananes plantains grillées et la fumée de diesel. Charlène les avait suivis sur la place, se tenant à quelques pas derrière eux, se faufilant prudemment dans la foule dense. Ils marchaient main dans la main, riant de quelque chose qu'elle n'entendait pas, avançant sans urgence comme un couple qui aurait depuis longtemps cessé de regarder par-dessus son épaule. Rosa portait une robe en coton et des sandales ouvertes. Miguel portait la même casquette délavée qu'il portait à Charleston, retournée comme si le temps ne l'avait pas touché. Ils s'arrêtèrent devant une petite épicerie qui vendait des conserves et de la charcuterie. Alors que Rosa se penchait vers la vitrine pour lui montrer quelque chose, Miguel se retourna, posa doucement sa main sur son cou et l'embrassa à pleine bouche. Charlène ne respirait plus. Il n'y avait plus d'espace dans sa poitrine pour respirer, plus de place pour que ses pensées puissent s'exprimer librement. Tout s'immobilisa en elle, sauf cette certitude, là, au milieu d'une place ensoleillée, il embrassa l'enfant qu'elle avait élevé comme si rien n'était honteux, comme si la vie était telle qu'elle aurait dû être, comme s'il l'avait méritée. Ses bras s'enroulèrent autour de son cou comme s'il l'avait fait des centaines de fois et peut-être l'avait-il fait. Elle ne pleura pas, elle n'avait plus de larmes pour cette version de la vérité. Elle se détourna lentement et retourna au motel comme quelqu'un se rendant à un enterrement dont on connaît déjà la fin. Dans sa chambre, elle resta assise sur son lit un long moment sans lumière, sans ventilateur, juste le bruit du village qui bougeait de l'autre côté des murs. La décision ne survint pas comme un feu d'artifice. Elle fut prise en silence. Comme un souffle. Elle sortit son carnet, déchira une feuille et écrivit lentement. Ils ne m'ont pas été enlevés, ils se sont choisis l'un l'autre et m'ont laissé les pleurer. Ils m'ont laissé croire que la mer les avait engloutis pendant 12 ans. J'ai allumé des bougies pour des fantômes, mais ils n'étaient pas morts, ils étaient juste partis l'un avec l'autre. Je ne sais pas ce que cela fait de moi, mais je sais ce que cela fait d'eux. Elle plia le papier en deux et le laissa sous la carafe à eau en céramique à côté du lit. Le pistolet provenait d'un homme qui vendait des pièces détachées à l'arrière d'un camion de pêche près de la plage. Il lui a coûté $180 en liquide, plus $20 de balles. Il ne lui a pas demandé de pièce d'identité. Elle n'a pas donné son nom. Il l'a enveloppé dans un sac en tissu et le lui a tendu comme si c'était un simple fruit ou du pain. Elle l'a glissé dans son sac, a hoché la tête et s'est éloignée sans se retourner. Elle retourna au motel, verrouilla la porte et fixa le plafond pendant le reste de l'après-midi. Elle ne fantasma pas. Elle ne répéta pas ce qu'elle allait dire. Ce n'était pas une question de mots. Les mots lui avaient manqué. Les explications étaient arrivées trop tard. Le chagrin s'était transformé en quelque chose d'autre, quelque chose qui avait une forme, une direction et un poids. Elle attendit que le soleil baisse suffisamment pour projeter de longues ombres sur les rues, que le bruit s'apaise et que les étals du marché commencent à fermer. Elle attendit de savoir qu'ils seraient rentrés où ils étaient des êtres de routine, toujours de retour avant la nuit, toujours ensemble. Elle glissa l'arme dans sa ceinture et quitta la pièce sans verrouiller la porte.
Elle n'était pas partie pour provoquer une confrontation. Elle était partie pour mettre fin à quelque chose. Car pendant 12 ans, elle avait cru les avoir perdus, mais la vérité était bien pire, ils l'avaient abandonné et s'étaient choisi. Le soleil baissait derrière la cime des arbres lorsqu'ils sortirent de la maison jaune. L'air était lourd d'humidité, les rues s'étaient vidées, à l'exception de quelques enfants attardés tapant dans un ballon de foot plat au coin de la rue et du léger bruit d'une vaisselle rincée 2 portes plus loin. Tout semblait ordinaire, sauf que Charlène attendait déjà. Elle se tenait de l'autre côté de la rue étroite, le dos appuyé contre un mur patiné par les intempéries, une main dans son sac. Elle était là depuis près de 40 minutes, observant, respirant, répétant leurs noms dans sa tête non pas comme ils étaient maintenant, mais comme ils avaient été, son mari, sa fille, sa famille avant que tout ne soit déformé, réécrit et volé. Lorsqu'ils sortirent en riant doucement, Charlène s'avança. Ayana la vit la première. Elle s'arrêta à mi-chemin, les lèvres entr'ouvertes de confusion, le sac de course en plastique qu'elle tenait à la main oscillant légèrement. Malcolm suivit son regard et tourna la tête, lorsque son regard croisa celui de Charlène, son visage s'assombrit non pas sous le choc, mais avec une expression proche de l'incrédulité. Il cligna des yeux comme pour dissiper une illusion. Pendant 5 secondes, personne ne bougea. Charlène s'avança dans la rue, lentement et sûrement, les yeux rivés sur eux. La voix d'Ayana brisa le silence. « Maman ?» Charlène ne répondit pas tout de suite. Elle s'arrêta à 2 mètres, le visage indéchiffrable. Sa voix, lorsqu'elle entendit cela, était basse et maîtrisée. « Alors c'était vrai, dit-elle. Tu ne t'es pas noyée. Tu n'es pas morte. Tu es juste partie. » Malcolm ouvrit la bouche pour parler, mais Charlène le coupa. « N'ose même pas m'expliquer ça. » Ayana fit un pas en avant, tremblante. Sa voix tremblait. « On ne voulait pas te faire de mal. »« Tu ne voulais pas me faire de mal », s'exclama Charlène d'un ton toujours égal mais sec. « Tu m'as laissé faire mon deuil. Tu m'as laissé enterrer 2 personnes vivantes. Tu m'as laissé vivre dans cette maison pendant 12 ans, avec tes photos au mur et des bougies sur la table. Tu m'as laissé vivre comme une veuve, comme une mère sans enfant. » Malcolm leva légèrement la main. « Charlène, écoute. » « Non, » l'interrompit-elle, le regardant maintenant droit dans les yeux. « Tu étais censé la protéger. Tu étais censé me protéger. Et tu en as fait ta partenaire. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. « Tu t'es dit père, mais tu as attendu que je détourne le regard et tu l'as prise. » Les yeux d'Ayana se remplirent de larmes. « Ce n'était pas comme ça. »« Tu ne sais pas, » rétorqua Charlène, les yeux rivés sur elle. « Je sais exactement ce que c'était. Tu avais 16 ans, il en avait 52. Ne réécris pas ça à sa place. Ne le protège pas maintenant. Tu ne lui dois rien. » Malcolm s'avança. « Calme-toi, » dit Charlène en sortant le pistolet de son sac. Ce seul mouvement figea la rue. Les enfants au loin cessèrent de jouer. Une femme observant depuis son porche laissa tomber son verre. La soirée redevint calme, mais cette fois, lourde. Charlène ne leva pas son arme, pas encore. Elle la tenait simplement à ses côtés, sans forcer. « Tu m'as laissé une maison pleine de fantômes, et maintenant tu es là comme si de rien n'était. Tu as même changé de nom en Miguel et Rosa. Tu as fait semblant tout ce temps ?» Le visage de Malcolm se durcit. « Pose ça, » dit-il en les regardant tour à tour. « Vous étiez en paix. Vous étiez ensemble. Vous dansiez dans la rue pendant que j'allumais des bougies à la maison. » Elle regarda Ayana droit dans les yeux. « Je t'ai tout donné. Tu étais tout mon monde, et tu l'as choisi. » Ayana ouvrit la bouche, mais les mots ne sortirent pas. Puis le poids du silence céda la place à quelque chose de définitif. Charlène leva le pistolet. Malcolm se jeta sur lui, instinct ou culpabilité, personne ne le saura jamais, mais le coup l'atteignit avant même que ses pieds ne quittent le sol. Il s'effondra brusquement, son corps heurtant les pavés avec un bruit sourd qui résonna dans la rue étroite. Ayana hurla, non pas de peur,
mais d'une force plus profonde, l'angoisse, la panique, quelque chose qui n'avait pas de nom précis. Elle tomba à genoux près de lui, criant « Non, 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 s'il te plaît ». Charlène s'avança, les yeux remplis de larmes, mais la main ferme. « Tu m'as déjà enterré, Ayana. » Le deuxième coup de feu retentit. Ayana s'effondra à côté de lui. Des cris se firent entendre. Quelqu'un se cacha derrière un râtelier à vélo. Un homme appela la police. Des pas se bousculèrent dans tous les sens. Des portes claquèrent. Des fenêtres furent arrachées. Mais Charlène ne bougea pas. Elle se tenait au-dessus d'eux, silencieuse, le pistolet encore chaud dans sa main. À l'arrivée de la police locale, quelques minutes plus tard, elle avait posé délicatement le pistolet au sol, reculé et se tenait immobile, les mains le long du corps. Son visage était calme. Sa voix ne revenait plus, elle ne disait rien, car ce qui devait être dit avait déjà été fait. La justice est un mot pour les vivants. Mais comment l'appelle-t-on lorsque les morts reviennent pour achever l'histoire? L'arrestation s'est déroulée rapidement, mais rien n'a semblé précipité. Charlène n'a pas couru. Elle n'a pas bronché lorsque la première voiture de police a tourné au coin de la rue ni lorsque les policiers lui ont crié en espagnol de lever les mains. Elle s'est simplement éloignée des corps, a posé le pistolet sur le bord du trottoir et a levé les mains en l'air, comme si elle attendait ce moment depuis des années. Les habitants avaient déjà commencé à former un demi-cercle de visages stupéfaits derrière la maison jaune. Les voisins qui avaient autrefois salué Miguel et Rosa depuis leur porche étaient maintenant figés, certains chuchotant, d'autres pleurant. Les corps de Malcolm et Diana gisaient, recroquevillés, à côté d'un sac cabas renversé et d'une mangue fêlée tombée dans le caniveau. Les policiers s'approchèrent de Charlène avec précaution, comme s'ils craignaient qu'elle ne saisisse à nouveau son arme. Mais elle ne le fit pas. Elle ne parla pas. Elle n'opposa aucune résistance. Elle se laissa guider sur le chemin de pierre, ses genoux frôlant une tache de sang qui appartenait à l'homme qu'elle appelait autrefois son mari. Ils lui ont lu ses droits. Elle a acquiescé. Elle n'a posé aucune question. Elle n'a pas protesté. Et lorsqu'un des policiers lui a demandé son nom, elle a répondu « Charlène Marie Carter. Je suis la mère. » Ils l'ont mise à l'arrière du camion de patrouille, sirènes éteintes, feux éteints, juste une lente marche à travers les ruelles étroites de la ville côtière. Arrivée 12 jours plus tôt, elle était une touriste discrète et discrète. Maintenant, on l'emmenait comme une meurtrière avouée. Au commissariat, Charlène fut interpellée sans incident, aucun signe d'instabilité mentale, aucune intoxication. Ses affaires étaient dans des sacs, 27 $ américains, une clé de motel, une photo décolorée d'Ayana au collège et une lettre pliée, cachetée mais sans adresse. Elle l'avait écrite la veille. Ils ne l'ont jamais ouverte. Cette nuit-là, elle fut placée en cellule de détention provisoire, mur en béton, un lit de camp étroit, sans fenêtre. Elle resta assise au bord du lit pendant des heures, vêtue de la même jupe que celle qu'elle portait lors de la fusillade, dont l'ourlet était taché de sang séché. Lorsqu'un policier lui apporta de l'eau, elle l'accepta avec un « merci » discret. Lorsqu'il lui demanda si elle avait besoin d'un médecin, elle répondit non. Le lendemain matin, elle a demandé à parler à un officier responsable. Elle n'avait ni avocat, ni défenseur public, ni excuse. Elle a simplement dit « Je suis prête à faire ma déclaration ». Lorsqu'ils l'ont conduite dans la petite pièce grise à la peinture écaillée et au ventilateur de plafond cassé, elle ne s'est pas assise. Elle s'est penchée en avant. Puis vint l'aveu. Je m'appelle Charlène Marie Carter. Je suis née le 2 avril 1975 à Charleston, en Caroline du Sud. J'ai été conseillère d'orientation scolaire pendant 17 ans. J'ai eu une fille, Ayana. Elle marqua une pause. Sa voix ne se brisa pas. Elle ne s'éleva pas. Elle parlait comme quelqu'un qui racontait une histoire qu'elle avait apprise par cœur. J'ai rencontré Malcolm Bennett à l'église. Il était calme, gentil avec ma fille ou du moins, c'est ce que je croyais. Nous nous sommes mariés quand Ayana avait 8 ans. Au début, tout allait bien. Puis elle a changé, lentement.
Ce n'était pas évident au début, juste des petits détails. Moins de contact visuel. Plus de temps seul avec lui. Puis elle a arrêté d'aller à l'église. Elle a commencé à fermer sa porte à clé. J'ai mis ça sur le compte de l'adolescence. Elle croisa les mains sur la table, baissa les yeux, puis les releva à nouveau. En 2010, ils sont partis naviguer, comme toujours. Il a dit qu'il reviendrait dimanche soir. Ils ne sont jamais revenus. Les gardes-côtes ont trouvé le bateau à la dérive. Gilet de sauvetage disparu. Pas de tempête. Pas de corps. Pas de réponse. J'ai allumé une bougie tous les 5 août pendant 12 ans. J'ai gardé leur chambre telle qu'elle. Je n'ai plus jamais eu de rendez-vous. Je les ai enterrés sans cercueil. Mais quelque chose en moi m'a toujours dit qu'ils n'étaient pas morts. Ni les deux. L'officier qui recueillait la déclaration ne l'a pas interrompu. Puis mon amie Sandra est allée en Équateur le mois dernier. Elle m'a envoyé un extrait d'une fête de rue. Je l'ai regardé une fois, puis 2 fois, image par image. Je reconnaissais ce rire, cette main, cet homme, cette fille. J'ai retouché la vidéo. Je l'ai figée. C'étaient eux plus vieux, différents, mais eux. Elle s'arrêta à nouveau, immobile. J'ai réservé un vol. Je m'y suis rendu moi-même. J'ai passé 10 jours à les observer, à les écouter, à interroger les gens sans trop en demander. Les habitants les appelaient Miguel et Rosa. Ils enseignaient. Ils souriaient. Ils dansaient. Ils s'embrassaient. Et personne ne savait qu'ils étaient père et fille au plus maintenant. Elle posa ses mains à plat sur la table. Ce n'est pas eux qui se sont noyés ce jour-là. Moi, si. Je me suis noyé quand j'ai compris qu'ils s'étaient choisis. Je me suis noyé quand j'ai compris qu'ils n'avaient pas besoin de ma disparition, ils l'ont fait d'eux-mêmes. Elle se pencha, la voix plus ferme. J'ai acheté l'arme $180. Je ne connais pas le nom de l'homme. J'ai écrit une lettre. Je l'ai laissée sur la table du motel. Elle disait, on ne peut pas réparer ce qui est déjà mort. Elle se pencha encore plus près. Je les ai confrontés devant chez eux. Je leur ai donné l'occasion de parler, mais rien de ce qu'ils ont pu dire n'aurait effacé les 12 dernières années de ma vie. Ils ont vécu. Ils ont aimé. Et j'ai allumé des bougies. Un officier a demandé, alors vous leur avez tiré dessus? Charlène hocha la tête. Oui, un pour chacun. Il a pris ma fille. Elle l'a aidé à m'enterrer. Je n'ai pas tué d'étrangers. J'ai tué les fantômes qui me hantent chaque jour depuis 2010. Puis elle ajouta doucement, je sais que c'était un meurtre, mais ne me demandez pas si je le retirerai, car j'ai enfin arrêté de me noyer. Charlène Carter est entrée dans la salle d'audience le 12 septembre 2022, vêtue d'une simple combinaison grise et de chaînes aux chevilles. Elle n'a pas regardé autour d'elle. Elle n'a pas scruté la foule à la recherche de visages. Son regard est resté fixé droit devant elle, les épaules en arrière, les lèvres pincées. Pendant 12 ans, elle avait vécu comme une coquille vide. On la voyait enfin à nouveau, mais non plus comme une mère en deuil, ni comme une veuve, mais comme une accusée dans un procès pour double homicide. L'accusation n'a pas tardé à façonner le récit. À leurs yeux, Charlène était froide, calculatrice, dangereuse ou une femme qui franchissait les frontières, traquait ses cibles, achetait une arme illégale et exécutait 2 personnes non armées en public. Ils ont diffusé des images de surveillance la montrant sortant de l'ombre. Ils ont montré le reçu de l'arme. Ils ont brandi la lettre qu'elle avait laissée dans sa chambre de motel, la qualifiant d'éloge funèbre préécrit pour des vies auxquelles elle n'avait pas le droit de mettre fin. Mais la défense s'est armée d'un élément plus difficile à mesurer, le temps. Ils ont décrit 12 années de deuil sans réponse, une mère qui allumait des bougies pour des fantômes tandis que les personnes qu'elle pleurait partageaient des repas à l'étranger. Ils ont parlé de trahison, de manipulation, de secret, de l'attirance émotionnelle entre un beau-père et un enfant trop longtemps liés. Ils n'ont pas justifié cet acte, mais ils voulaient que le tribunal comprenne l'érosion qui l'avait motivé. Ils ont fait venir un psychiatre.
Il ne parlait pas comme quelqu'un qui défend un client. Il parlait comme quelqu'un qui tient délicatement un objet cassé dans ses mains. Ce n'était pas de la rage, dit-il simplement. C'était de l'érosion, année après année. Son identité était érodée. D'abord par la confusion, puis par le silence, puis par une sorte de chagrin qui ne lui offrait aucune conclusion. Elle vivait pour un souvenir qui l'avait trahi. Elle mourait silencieusement chaque jour, jusqu'au jour où elle a cessé de le laisser faire. Charlène n'a pas témoigné, mais sa déclaration a été lue à haute voix. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais je sais pourquoi je l'ai fait. Je sais ce que ça m'a coûté, et je sais ce qu'ils ont pris pas seulement à moi, mais à la fille que j'ai élevée. Elle n'a pas simplement disparu. Elle est devenue quelqu'un d'autre, et j'ai tout vu se dérouler dans l'ombre. Le jury a délibéré pendant 9 heures. Il a rendu un verdict de culpabilité pour 2 chefs d'accusation de meurtre au 2e degré. Elle a été condamnée à 30 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 20 ans. À la lecture du verdict, Charlène ne pleura pas. Elle resta immobile, cligna des yeux et murmura « Merci » au juge. Ce n'était ni du sarcasme, ni du drame. C'était du soulagement, plus de questions, plus de suppositions, plus d'attentes pour que les morts reviennent. Mais alors que l'huissier la dirigeait vers la sortie, une seule larme coula sur la joue de Charlène, non pas pour la peine, ni pour l'heure, mais pour la petite fille en robe bleue qui s'endormait sur ses genoux après l'école, l'enfant qu'il appelait autrefois « maman », dans le noir et qui disparaissait plus tard dans les bras de quelqu'un d'autre. C'est pour lui qu'elle pleurait, et peut-être que, d'une certaine manière, c'est pour lui aussi qu'elle avait appuyé sur la gâchette. La maison en Équateur est désormais vide, rideaux tirés, vaisselle encore dans l'évier. Les autorités locales l'ont scellé le lendemain de la fusillade. Personne n'est revenu réclamer quoi que ce soit, ni les photos, ni les clés du bateau, ni même les vêtements soigneusement pliés dans la chambre. Les habitants passent en silence, quelques bougies allumées sur le perron, un rituel discret pour des gens qu'ils n'ont jamais vraiment connus. Avec eux, Miguel et Rosa étaient polis, réservés, gentils. Ils enseignaient l'anglais, souriaient sur la place du marché, dansaient dans les festivals. Mais aucun proche ne s'est manifesté. Aucun dossier d'ambassade n'a été déposé. Aucune cérémonie funéraire n'a été organisée. 2 noms sur un certificat de décès, mais personne pour les lire à voix haute. Finalement, leur amour s'est éteint comme il avait vécu, caché. De retour en Caroline du Sud, depuis sa cellule, Charlène prend un stylo. Son écriture est régulière, nette et précise. Elle écrit « Je les ai pleurés 1 fois. Je les ai pleurés 2 fois. Mais plus jamais. » Elle ne demande pas pardon. Elle n'essaie pas d'expliquer ce qui a déjà été expliqué. Elle pose simplement son stylo et, enfin, pour la première fois en 12 ans, elle s'endort. Ce n'était pas seulement une disparition. C'était une trahison transformée en tragédie, une mère effacée, une fille perdue, et un homme qui transformait la protection en possession, qui faisait de l'amour une chose monstrueuse. Ils disparurent dans la mer, mais ils ne furent jamais perdus, ils se cachèrent seulement. Se cachant à la vue de tous. Se cachant derrière de nouveaux noms, de nouvelles vies et un silence qui faillit fonctionner. Mais la mer ne garde pas de secrets. Elle ne fait que les retarder. Si cette histoire vous a fait réfléchir, partagez-la. Leur auriez-vous pardonné? Auriez-vous appuyé sur la gâchette? Partagez vos impressions ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour le prochain épisode captivant.